BSR Apéro, le café littéraire de la Bibliothèque sonore romande. Ce qui m'a permis de devenir celle que je suis, c'est d'avoir su ce que je ne voulais pas. C'est juste ? Vous l'avez dit et vous le pensez toujours. Oui, par opposition, sans doute. Par opposition. Je vais me réveiller, je vous rassure. C'est 10h du matin. Êtes... Je suis au diesel un peu, ça va chauffer. Yasmine Cher est une femme de théâtre, donc c'est une femme de la nuit. Elle dirige le théâtre de l'Octogone à Puy depuis 2010. Elle en avait été l'administratrice depuis 1994, 30 ans dans les murs de cette maison vivante, dont elle a fait un haut lieu de la danse, qui n'était pas autrefois, mais aussi du théâtre et de la musique. Donc vous êtes omnivore. C'est-à-dire que je vais du principe que plus il y a de la passion dans la vie, et mieux on avance, non ? Sûrement. Alors avant, une jeunesse en partie douloureuse et exaltée, à Beyrouth, qu'on évoquera tout à l'heure puisque votre héroïne a quelques ressemblances avec vous. Vous avez 4 frères, dont un devenu océanologue et un général dans l'armée française. On n'aura peut-être pas le temps d'explorer tout, mais c'est quand même intéressant. Vous avez fait une licence en lettres à Beyrouth, études financées en travaillant pour le CICR. Vous avez rencontré votre premier mari, avec qui vous êtes parti pour... on a fait l'Irak, le Sri Lanka, le Pakistan. Donc on a fait 8 ans, un peu de mission. Voilà. Retour en Suisse, divorce au bord du Léman, tentative de retour au Liban, où on vous dit divorcer avec grande gueule, tu auras du mal à te faire une place. Retour à Lausanne, rencontre son second et actuel mari, qui s'appelle Thierry Wegmuller. Et qui fait quoi dans la vie ? Il a des restaurants et des boîtes de nuit. 2 fils, Guillaume, 27 ans, et Sébastien, 24 ans. Là, je ne parle pas de mes enfants, sinon il y en a pour 3 heures, comme toutes les mamans. L'écriture commence à Puy par du théâtre. Les Grandes Gueules, tiens, ça s'appelait Les Grandes Gueules, votre première pièce. Et Souviens-toi de m'oublier, une pièce qui a été créée aux Champs-Élysées, à Paris. À Paris, avec Caroline Tresca dans le rôle titre. Votre premier roman est érotique et lausannois. Je ne sais pas si la BSR a enregistré. Il s'intitule À 2 doigts. Il est paru aux éditions Favre en 2004. Ensuite, une amie vous incite à vous plonger dans votre vie. Ai-je lu ? C'est vrai ? Non, pas du tout. Il faut se méfier des journalistes. C'était dans un article. Désolée, non. Alors, votre premier roman n'est pas né d'une amie qui vous dit « mais il faut vraiment que tu écrives sur toi ». Non, pas du tout. Alors. Donc c'est un journaliste qui a inventé ça. En fait, j'avais écrit ce livre érotique comme un gag. Pardon, non, je parle du premier roman. Pardon, Monsieur Favre, parce que en fait, c'était vraiment venu d'une espèce de défi imbécile qu'on a à 30 ans de dire « et si j'écrivais un roman érotique ?» Et puis, passé le cap du roman érotique et ayant pris confiance en mon écriture en quelque sorte, j'ai décidé de viser quelque chose de plus sérieux. Et ce quelque chose de plus sérieux, c'est La main de Dieu. Voilà, c'est ça. Que vous avez envoyé à plusieurs éditeurs sans piston, juste par la poste. Et puis la légende veut que pendant 3 mois, il n'y ait pas eu de réaction et que tout d'un coup, en 3 jours ou quelques jours, vous ayez eu de répondre à De Noël, Albin Michel et Gallimard. Oui, c'est bien ça. Et à la fin, c'est Gallimard qui gagne. C'est bien ça. Je dis souvent aux auteurs qui me demandent conseil, je leur dis, écoutez, on peut réussir sans piston. Donc, comme j'ai toujours été très ambitieuse, j'avais terminé mon roman et j'avais choisi 10 maisons d'édition. J'avais acheté quand même le livre Comment se faire éditer, que j'avais lu. Donc en fait, il y a des livres qui marchent et qui disaient des choses très très mignonnes, qui disaient n'écrivez jamais à un éditeur. J'espère que vous aurez autant de plaisir à me lire que moi j'ai eu à écrire le roman. Alors ça, c'était parmi les exemples, disait surtout ne faites pas ça.
Donc j'avais un peu suivi vraiment ce qu'ils expliquaient, style il faut cibler l'éditeur, ça sert à rien d'envoyer un livre à une maison qui édite du policier si on a écrit un roman d'amour, bref. Donc en fait j'avais suivi tout ça, j'avais mis ça sous pli, et puis pendant 3 mois c'était le grand silence, j'avais quasi oublié on oublie. Au début, chaque fois que le téléphone sonne, on se dit ça y est. C'est l'éditeur, et comme je travaille dans un théâtre, j'avais beaucoup d'appels qui venaient de France, donc pendant 2 semaines, et puis après j'ai oublié. Et quand j'ai oublié, j'ai eu le premier appel de Jean-Marie Laclaftine de Gallimard, et puis l'après-midi, hop, c'était Albin Michel, le lendemain c'était de Noël, et puis après j'ai fait mon choix. Malgré le fait que Laclaftine est un personnage un peu calviniste et froid, enfin un peu distant, disons. Il est terrible. Oui. Mais il est terrible, mais c'est le meilleur éditeur de la Terre. C'est-à-dire que, en fait, c'était très difficile parce que quand j'ai rencontré mon éditeur chez Gallimard, c'est quelqu'un, c'est vrai, qui est très sur la réserve. Et donc, on s'est vu. Donc, je suis rentrée dans la maison Gallimard, donc c'était assez impressionnant. On a bu un café, ça a duré 12 minutes. Tellement que j'étais intimidée, et je suis partie, et j'avais en fait aligné tous les rendez-vous, et j'ai été chez Albin Michel et j'ai rencontré l'éditrice et on a fait 2 heures ensemble. Donc je suis sortie de là, et puis il fallait faire un choix, et voilà. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai discuté avec Jean-Marie Laclaftine, et ensuite je me suis dit, j'ai toujours voulu, depuis que j'étais gamine, être éditée chez Gallimard. Même si j'ai du mal avec l'éditeur, je vais aller chez Gallimard. Mais l'éditeur, vous l'avez ensuite apprivoisé, parce que c'est un personnage extraordinaire. Il est et c'est en plus un auteur. Je ne sais pas si la BSR a ses livres, mais c'est un excellent, remarquable écrivain. Alors, La main de Dieu paraît en 2008. C'était la première année du roman des romans. Le prix roman des romans, c'est les gymnasiens de Suisse romande qui font le jury. Prix Landerneau, coup de cœur Lettres Frontières, prix Alain Fournier. C'est ce qu'on appelle un jackpot. Voilà. Et pendant qu'on en est au chapitre des distinctions, en 2010, vous avez reçu le prix culturel vaudois, et en 2018, vous êtes chevalière ou chevalier des arts et des lettres de la République française. On se sent bien en étant chevalière? En fait, mon fils m'a demandé l'autre jour, elle est où ton insigne? Et je lui ai dit, oh mince, je sais pas où je l'ai mise. D'accord. Le palais des autres... Oui. Non, j'allais dire, en fait, je crois que je suis une personne qui se caractérise par les actes plus que par les congratulations. Je sais pas comment dire. C'est par exemple, j'avais été invitée quelque part et on avait fait un énorme portrait de moi. C'était Pfund qui avait peint mon portrait. Et mon mari en cachette l'a acheté. Et puis quand il me l'a offert, j'ai dit mais c'est les grands. Hein. Je lui ai dit mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? J'ai quand même pas le mettre en face. Je me vois tous les jours. Et donc il est derrière une armoire glissée, plein de poussière. Et puis. C'est dommage que Pfund est un bon artiste. Bah Pfund, c'est pour ça que je le garde. On sait jamais. Le Palais des autres jours paraît chez Gallimard en 2012 et L'amour comme un empire en 2023. C'est long, 12 à 23. Oui, mais en fait, ça coïncide avec ma reprise de direction du théâtre. Et je croyais pouvoir tout faire, et non, on peut pas tout faire. Donc, en fait, malheureusement, parce que je n'aime pas parler du Covid en disant heureusement qu'il y a eu le Covid, je trouve que c'était terrible. C'est le Covid qui m'a donné le temps d'écrire ce roman. Puisque... Donc on va attendre le prochain assez longtemps. Et dans chacun de ces 3 romans, on trouve le Liban et on trouve Yasmine Char, d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est vous qui le dites. Alors, je vous pose la question. Mais avant de parler de L'amour comme un empire, un mot sur la Yasmine, justement, de La main de Dieu. En quoi vous ressemble-t-elle, la fille à la robe verte qui court dans les ruines? En fait... Alors, où je ris, ce n'est pas moi, mais j'écris à partir de ce que je ressens et puis de mes réflexions. Et en fait, La main de Dieu,
quand j'ai grandi dans la guerre du Liban. Donc, en fait, ce qui se passe actuellement, malheureusement, je sais ce que c'est. Et j'étais gamine de 12 ans. Et en fait, pour moi, à l'époque, la guerre, c'était... En fait, on est inconscient à 12 ans. Donc, c'était un jeu parce qu'il n'y avait pas l'école. Parce qu'on courait après les éclats d'obus, parce qu'on se retrouvait dans des caves en train de jouer aux cartes. J'ai appris le poker pendant la guerre. En fait, des choses comme ça. Et quand je suis partie du Liban et que j'ai commencé à raconter des histoires qui, moi, me paraissaient... Enfin, des anecdotes qui étaient intéressantes pour moi, les gens me disaient « Attends, mais c'est incroyable, t'as vécu ça. » Et à partir de là, en fait, j'ai eu envie d'écrire sur le fait que quand on est dans la guerre, privilégié quand même, je ne parle pas des réfugiés palestiniens, enfin, j'ai eu la chance de ne pas avoir des proches qui étaient tués, et puis j'étais plutôt, enfin, on était dans une maison normale, mais c'était pas terrible. De dire qu'en fait, dans l'enfance, il y a cette insouciance qui nous sauve de beaucoup de choses. Et donc, j'avais la main de Dieu, c'est l'histoire d'une fille qui n'a peur de rien parce que quand on a 15 ans, 16 ans, on n'a peur de rien et c'est fantastique. Et qui veut avancer vers quelque chose et qui découvre la vie. Dans les articles qui vous concernent, on dit que vers justement 15-16 ans, vous étiez en kéfier, que vous vouliez vous identifier avec les Palestiniens et que vous étiez très active. Mais très engagée. C'est la vérité. Et en fait, c'est pour ça que j'avais envie de parler de ça, parce que j'étais amoureuse d'un combattant et j'avais décidé d'aller libérer la Palestine, enfin les occupants. Et j'ai été, en fait, en quelque sorte, c'est pour ça que j'ai dit que j'avais de la chance, parce que j'ai fait des camps d'entraînement. Et au moment où on allait à la guerre, par une espèce de coïncidence incroyable, j'étais dans une camionnette et derrière la camionnette, il y avait mon oncle. Votre oncle chez qui vous viviez, puisque oui, votre mère voilà. votre il y avait père avait mon disparu. oncle qui m'a vu et puis qui a fait stopper la camionnette et qui m'a fait descendre de la camionnette. Et sur le coup, évidemment, en fait, après, je suis restée enfermée à la maison. Et maintenant, j'ai la gratitude envers mon oncle que je détestais, et je trouve la vie incroyable, parce que s'il n'y avait pas eu mon oncle, je crois que j'aurais eu une autre vie, en fait. Et j'aurais pas été là en train de vous parler. Il faut peut-être dire pourquoi vous étiez chez cet oncle. Votre mère a disparu du jour au lendemain quand vous aviez 9 ans, et votre père est mort peu après. Mon frère, en fait, c'est très joli parce que mon frère, quand les gens commencent à raconter leur malheur, j'ai 4 frères, il disait, attendez, n'essayez même pas de raconter, nous, c'est pire que tout. Et c'est vrai que c'était une enfance, c'était une enfance pas évidente, mais on a tous des enfances difficiles, enfin, plus ou moins. Comme la vôtre, non, c'est assez rare. Et alors, vous étiez engagé, vous faisiez la cuisine dans les camps, vous avez donné des cours de français, vous étiez quand même très active à 16 ans. Ensuite, vous partez en France. Non. Non, en fait, ça, c'est je fais dans mes le roman. études. C'est dans le roman que votre alter ego part en France. Non. Le roman suivant. Ensuite, en fait, je commence mes études de lettres à l'âge de 18 ans, donc je quitte la famille avec fracas. Je suis toute seule. On me met dans un appartement inoccupé. Je paye pas l'électricité parce qu'on lançait des fils sur l'électricité pour récupérer l'électricité. En fait, c'était la guerre, donc dans ce sens-là, j'avais rien à payer. Je le précise parce que j'avais pas d'argent. Et puis là, je m'engage. En fait, je postule au CICR parce que je voulais faire mes études de lettres et je suis engagée au CICR. Et je passe ma licence de lettres. En fait, j'étudie, je travaille au CICR en même temps pour payer mes études. Et là, je rencontre mon premier époux. Ma dernière année d'études, il me demande en mariage. Je lui dis reviens dans une année quand j'aurai ma licence. Parce que je trouvais un peu idiot de me priver d'une licence de lettres par amour. Et donc, c'est une très belle histoire d'amour. Il m'a écrit tous les jours pendant 1 an. Et il est revenu me chercher.
Et ensuite, vous avez divorcé quelques années après. Oui, mais ça compte pas. C'est le geste qui compte. Absolument. Alors, parlez-nous un peu de L'amour comme un empire. C'est le troisième, c'est pas une trilogie, mais c'est quand même une manière de suite. Alors, je vois que vous m'avez lu, parce qu'en effet, c'est une trilogie, et là, c'est bouclé. Cette trilogie, c'est toujours le questionnement de comment, peut-être la main de Dieu un peu moins, mais comment tendre la main vers l'autre, et comment comprendre l'autre, comment aller vers l'autre. La question d'altérité. J'avais envie de parler de la question d'altérité. Et l'amour comme un empire, en fait, vient aussi de mon expérience théâtrale, parce que j'adore le théâtre de l'Octogone, j'adore mon travail. Et j'ai rencontré beaucoup d'artistes. Alors c'est toujours étonnant, parce que les artistes qui ont une réputation épouvantable sont parfois, la plupart du temps, adorables. Et puis ceux qui paraissent adorables sont insupportables. Et en fait, l'artiste qu'on met, je me suis rendu, l'artiste est un être humain comme un autre. Et je sais pas comment dire. En fait, il y a toujours ces admirations sans bornes, mais à les côtoyer une fois par semaine, une fois chaque 2 semaines, j'avais envie de parler de ce milieu où en fait il y a des égos démesurés. Il y a de l'humain avec son envie d'être aimé. Je crois qu'on est tous, que ce soit une star ou nous tous, en fait, quand on est dans la vie, il y a toujours ce besoin d'être reconnu dans le regard de l'autre. Et c'est de ça que j'avais envie de parler. Alors c'est drôle, parce que quand vous dites ça, ça pourrait être un théâtre ici ou à Paris ou n'importe où, mais c'est à Beyrouth, comme vos romans précédents. Et donc il y a un arrière-plan de guerre. C'est des personnages qui ont vécu la guerre. Elle est finie au moment de ce roman. Dans les 2 précédents, on est soit en pleine guerre pour le premier, soit à Paris au moment du terrorisme, avec l'arrière-plan du Liban. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours le Liban dans vos livres ? Même dans celui-ci qui parle d'autre chose. Celui-ci, je l'avais pas commencé au Liban. Et puis en fait, tout d'un coup, je l'ai transféré au Liban, parce que quand on est dans un pays en conflit, il y a toujours l'exacerbation de tout. Et ce que je trouve intéressant, quand on veut écrire sur des sujets qui nous tiennent à cœur, donc en l'occurrence l'altérité, je reprends ce terme. En fait, si j'avais fait des réfugiés ici, enfin, pour moi, ça aurait eu moins de sens que de parler du million de réfugiés qui ont été accueillis au Liban en l'espace d'une année quand il y a eu la guerre en Syrie. Et d'ailleurs, elle le dit dans ce livre, à un moment donné, elle écrit dans une lettre à son amant, elle lui dit « Vous me faites rire avec vos quotas européens de réfugiés ». Et c'est ça que je trouve... En fait, j'avais envie de parler des réfugiés, de ce que je vois venir. Donc, en fait, on voit bien que le populisme est en train d'atteindre un peu tous les pays. Et de poser la question, on est en train d'aller droit dans le mur, qu'est-ce qu'on peut faire ? Enfin, il faut faire quelque chose. Et ce quelque chose, pour moi, passe par la parole. Et la parole m'a menée au théâtre. Alors, je ne sais pas si... Alors, les fils se croisent, parce que vous avez parlé d'abord du théâtre, donc on avait l'impression, ceux qui n'ont pas lu ou entendu ce livre, écoutez, on peut penser que c'était un livre sur le théâtre, puis tout d'un coup c'est un livre sur les migrants. C'est extrêmement intéressant, parce que vous tissez des fils de manière très très dense et serrée, et pourtant ça se lit sans aucun effort, et ça paraît même plausible, ce qui est quand même assez rare dans les romans. Donc, peut-être sans trop raconter le livre, votre héroïne, qui s'appelle Lynn, est directrice d'un théâtre à Beyrouth. Elle est très engagée auprès des réfugiés. Elle veut faire un spectacle très particulier. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est, cette idée de spectacle, et comment vous le faites à l'Octogone ?
En fait, l'idée de spectacle est venue je vous parlais tout à l'heure d'un écrivain que j'adore, qui est Colin McCann, qui est irlandais, qui habite New York, qui a monté un projet il y a quelques années en arrière, où avec d'autres écrivains, ils vont dans des écoles et ils font en sorte que les étudiants se parlent et se racontent leur histoire. Parce que lui défendait le fait que à partir du moment où on raconte sa propre histoire à quelqu'un d'autre, il y a de fortes chances qu'il y ait une résonance chez l'autre de sa propre histoire. Et j'ai trouvé, je rejoins totalement cet avis. Alors un peu idéaliste peut-être de dire, je prends n'importe quelle personne, si je commence à lui parler, je suis toujours fascinée. On a tous des histoires différentes. C'est pour ça que quand je parlais de l'abandon par ma mère, etc., dans notre enfance, on a tous des blessures différentes. Et à partir du moment où on accepte d'en parler, ça va faire résonance, que ce soit des blessures ou de bons souvenirs. Et donc, à partir de là, j'ai perdu le fil. C'était quoi la question ? La question, c'était comment vous appliquez cette idée Pardon, je suis pas du matin. à l'Octogone. Est-ce que vous essayez de faire la même chose ? Vous avez fait venir les femmes ukrainiennes. Ah oui, alors pourquoi elle a cette idée ? Et alors, cette femme a l'idée, par rapport aux réfugiés, de se dire, je vais les faire monter sur une scène. Et je vais faire en sorte qu'ils racontent leur histoire, que le public écoute ces histoires, et que peut-être à son tour, des gens du public accepteront de monter sur scène pour raconter leur histoire. Donc, elle a ce projet fou de faire en sorte de mettre ensemble des gens. Comme je peux le voir à l'Octogone, quand il n'y a pas de nom célèbre pour des sujets difficiles, la salle est vide. Et donc, cette femme se dit, je veux monter ce projet, mais pour monter ce projet, il me faut une star. Parce qu'avec une star, les gens vont venir voir. Plus la star que peut-être les réfugiés, mais qui vont se laisser séduire par la suite par ce projet. Et donc, elle rencontre une vedette à qui elle expose son projet et qui accepte de faire partie de ce projet. Et il y a une histoire d'amour qui se développe. Après, il ne faut pas raconter beaucoup plus. Mais on a compris le lien entre votre background de théâtre et puis votre intérêt pour l'autre et pour les réfugiés. Donc, vous tissez ça. Est-ce que c'est venu de soi ou est-ce que vous avez imaginé cette intrigue pour passer un message ? En fait, j'avais envie de passer 3 messages. Alors, il y a le message avec les réfugiés de l'altérité. Il y a aussi, en fait, quand je dis j'écris à partir de moi, c'est dans le sens où, voilà, j'ai 60 ans et se pose la question de la séduction. Comment est-ce qu'on plaît ? En fait, avec la chirurgie esthétique, moi, il faut peut-être préciser que le mari de votre héroïne est chirurgien esthétique. Et en fait, à quoi ça sert de se faire tirer les traits ? À quoi ça sert de se faire gonfler ? En fait, je trouve que moi, je trouve que c'est inintéressant. Et qu'à partir d'un moment donné, on est sur autre chose. Mais et on retrouve l'exacerbation. Pourquoi le Liban ? Parce que c'est le 2e pays au monde où il y a le plus d'interventions chirurgicales. Après le Brésil. Et en fait, j'ai regardé sur Internet et il y a des interviews, parce qu'au Liban, c'est encore très prégnant, de filles qui répondent, de jeunes femmes liftées qui répondent « Oui, mais moi, je veux me marier. » Et donc, hop, un petit coup de lifting, etc. Donc, j'avais envie de parler de cette obsession de la beauté parfaite et de la jeunesse. Et c'est pour ça que le mari de mon héroïne est un chirurgien esthétique connu aussi. Donc, ça fait le 3e message. Le 3e message, c'est la passion.
J'adore la passion. En fait, je trouve que se fracasser est une chose agréable pour mieux se relever. Je parle de passion. Et que ça vaut la peine d'y aller parce que même si après on pleure et puis on n'en peut plus, c'est la vie, la passion. Et j'avais envie aussi de parler de cette femme qui est mariée, mais où il y a une dernière passion qui se présente. Qu'est-ce qu'elle va faire de cette passion? Et j'avais envie de parler aussi de ce sentiment, je sais pas qui m'anime moi, mais peut-être qui anime tout le monde, d'y aller, quoi. Y aller. C'est votre mot d'ordre, c'est votre devise. Oui, mais en règle générale, pas seulement un amour. Non, dans tous les domaines, mais au théâtre aussi. Alors, oui, allons-y. Je vous posais une question à propos, justement, votre héroïne imagine ce spectacle qui n'a aucune chance de succès, parce que faire monter des migrants sur scène, il faut vraiment être gonflé. Et puis, vous avez fait venir des Ukrainiennes dans votre théâtre. Oui, c'est pour ça que je vous trouve sévère quand vous dites qu'il n'y a aucune chance de succès. Ouais, alors, il y a tout le monde qui m'a dit, mais pourquoi tu le fais pas à l'Octogone? Alors, je l'ai fait avec les Ukrainiens. J'ai demandé je suis un théâtre de ville, hein, et donc j'ai demandé la permission à la ville de Puy de pouvoir faire cette action. Et donc, en fait, mon rôle dans le théâtre de l'Octogone, c'est de ne pas être militante. Mais quand je serai plus au théâtre de l'Octogone, je me rattraperai. Mais c'était déjà militant de faire venir cette troupe ukrainienne. Mais c'est une troupe, c'est un spectacle. Ce ne sont pas des migrants pris dans la rue, au camp, comme dans votre roman. Oui, c'était en fait. Moi, je pense que c'est important. C'est important d'intervenir. J'ai lu, en fait, peut-être je me trompe, mais j'ai eu je pense que c'est Einstein. Je me disais, mais lui, il a dit ça, qui disait, je vais pas le dire à sa manière, mais je trouvais qu'il disait, en fait, le mal, c'est rien. Les gens qui sont mauvais, le mal, c'est rien. Le mal, c'est les personnes qui regardent et qui n'interviennent pas. Et je pense que je suis plutôt de ce côté, de dire il faut intervenir. Alors, et puis dans mon roman, il y a quand même, moi je trouve pas que le projet rate, parce qu'il y a un gagnant quand même. Non. Du point de vue commercial, puisque c'est un théâtre qui appartient. Alors il y a toute une sous-intrigue avec un beau personnage qui est Madame Sabat. J'aimerais qu'on en parle tout à l'heure des différents personnages, mais du point de vue commercial, c'est forcément un échec. À partir du moment où la vedette ne tire pas la foule comme prévu, ça ne peut pas marcher. Donc il faut une vedette, il faut quelqu'un d'extrêmement connu. Les gens viennent pour cette personne et pas pour les migrants. Oui, c'est par exemple, c'est typique. Là, j'aimerais faire venir un spectacle l'année prochaine à l'Octogone qui s'appelle Interruption, qui parle de l'IVG. Et je me dis, si je le fais comme ça, je vais avoir 200 personnes. Et donc, en fait, j'ai envoyé une invitation à Annie Ernaux en me disant, si je fais venir Annie Ernaux, je suis blindée. Il y a combien de places dans votre théâtre ? 450. Et donc, en fait, ça va du même principe. Pour véhiculer quelque chose, il faut donner toutes les chances. Et comment on donne toutes les chances ? En faisant appel à des choses qui font bouger. Je ne sais pas comment dire. Alors, pour revenir à votre travail de romancière, vous avez ces 3 messages, ces 3 fils. Est-ce que vous les avez au départ ou est-ce qu'ils viennent progressivement ? Comment est-ce que ça naît, une intrigue comme celle-ci ? Non, alors je les ai au départ, les 3. Après, je ne sais pas comment faire. Et puis, alors après, c'est du travail. C'est-à-dire que... Donc, vous avez votre personnage principal ? J'ai mon personnage principal et je veux parler de patients, de chirurgie esthétique et des réfugiés. Et maintenant, comment on fait ? Alors, le plus gros problème qui s'est posé à moi, c'était qu'elle a une histoire d'amour avec un acteur français. Et donc, en fait, l'acteur français, il n'allait pas rester à Beyrouth, au Liban. Donc, comment est-ce qu'ils allaient maintenir le lien ? Et
puis là, je me suis fait un peu plaisir, parce que j'adore la littérature française, et donc elle lui écrit de très longs messages qui sont l'équivalent de lettres, et lui répond par monosyllabes. Et donc, en fait, c'est comme ça que j'avais résolu le problème de la distance, et puis aussi du fait qu'à travers des lettres, on peut exprimer beaucoup de choses et faire avancer une intrigue. Donc ça m'a pris un peu de temps parce que, à la base, je me disais, mais comment on va faire, comment ne pas... Donc vous avez imaginé ce dispositif, et ensuite c'est venu tout seul? Ou bien vous avez dit Alors, beaucoup en fait, travailler, réfléchir. Vous écrivez, vous faites un plan, comment ça marche? Non, en fait, c'est très brouillon mes plans parce qu'il y a des flèches qui montent partout. Et puis, non, c'est compliqué en fait. Alors si on prend les personnages, vous avez Lynn qui est, j'allais dire c'est la directrice du théâtre. Son mari, le médecin Gary, il y a sa fille Maya qui joue un rôle important pour la psyché de Lynn. Et puis il y a une personne qui s'appelle Madame Saba, qui est la propriétaire du théâtre et qui est quelqu'un d'extrêmement important pour Lynn. Est-ce que ça correspond à quelque chose que vous avez vécu? Je me suis dit que c'était Althaus. Non, alors là c'est non. Alors Madame Sabah coïncide. En fait, j'ai eu de la chance dans mon statut d'orpheline de toujours tomber sur des femmes extraordinaires dans ma vie. En fait, ça a été des points comme ça dans ma vie. Quand j'ai quitté ma famille et que j'avais pas d'argent, j'ai rencontré une femme, Arlette, voilà, qui m'avait dit tu viens quand tu veux à la maison. Elle avait beaucoup d'argent. Elle avait dit à ses domestiques, quand Yasmine vient, vous lui donnez à manger. Voilà, elle est chez elle. Donc il y a eu Arlette, et puis il y a eu Gabriel à Lausanne. Il y a eu Gabriel, la même chose. J'ai divorcé de mon mari, j'avais rien, donc. Et c'est une amie qui m'a dit, tu peux venir habiter chez moi tant que tu veux. Et donc j'ai habité un an chez elle avant de reprendre. Voilà, donc c'est toujours, c'est plutôt un hommage à ses amis, à la sororité. Et puis Madame Sabah, elle est forte. En fait, ça, je crois que, je sais pas, mais j'avais une grand-mère qui pesait 120 kilos. Et je trouve très rassurant les personnes qui sont fortes pour se réfugier dedans, en fait. Bon, voilà. Elle conduit une Cadillac. Oui, ça oui, quand même. Ça vous plaît, ça? Oui, ça me plaît. Et puis, il y a deux personnages qui sont très intrigants. C'est Bilal, qui est le régisseur du théâtre, et Zouzou. C'est un couple étonnant. Alors, Bilal, en fait, le régisseur, c'est pour moi la face un peu obscure de l'islamisme, où c'est quelqu'un de très pieux, qui n'accepte pas de recevoir des ordres d'une femme. Donc ça, je l'ai vécu au Liban. Je pensais que ça avait évolué, mais non quand même. Il y a quand même toujours un fond de arabe qui reste enfin, l'homme, c'est l'homme. Et Bilal, en fait, j'avais envie de le faire évoluer doucement vers une compréhension de l'autre et une acceptation de la femme en face de lui. Donc il y a lui et il y a Zouzou qui est en fait homosexuel. Et qui est un réfugié. Il est réfugié, mais ce qui me tenait à cœur, en fait, c'est terrible parce que je l'ai rencontré dernièrement. J'ai rencontré pas Zouzou, mais j'ai rencontré un acteur qui est à Vidi actuellement, avec lequel j'ai eu une rencontre. Et puis en fait, ça a tourné au pugilat parce qu'il y avait moi, lui. Et puis il y avait une dame. Alors la dame disait, elle n'avait pas vécu au Liban, mais elle disait magnifique le Liban. Chaque fois j'ai été reçue, les gens sont adorables. Quel pays, quelle ouverture d'esprit. Et lui, en l'occurrence, vient d'une ville qui est très
très fermé, donc de Tripoli. Et son histoire est terrible dans le sens où s'est découvert homosexuel. Et il a été chassé de la maison par son père à l'âge de 16 ans. Et puis il y a l'imam de Tripoli qui, 1 an après, a lancé une fatwa contre lui. Et donc, la même nuit, il s'est exfiltré et puis il a atterri en France. Et donc, lui a commencé à dire à la dame, je ne sais pas de quel Liban vous parlez. Et en fait, c'est un pays aussi de contraste dans ce sens. Et j'avais envie de parler aussi de l'homosexualité. Là, on retrouve l'idée aussi d'altérité dans le recul des droits LGBT un peu partout dans le monde et beaucoup dans les pays arabes quand même. Enfin, toujours quand même dans les pays arabes. Mais c'est des choses qui me tiennent à cœur. Alors, en nous écoutant, on doit penser que c'est un livre d'idées. Et c'est pas le cas du tout. Non, je sais pas disserter. Non. Vous les incarnez. Elles sont incarnées. Oui, elles sont plutôt incarnées. Non, c'est pas des. Parce que Bilal, c'est un personnage oui. qui est très important par contraste avec la directrice et avec Zouzou. Et puis vous avez d'autres personnages comme le haut fonctionnaire, ami du père. Là, j'ai pensé que c'était tiré directement de votre existence. Le haut fonctionnaire, pas du tout. Non, pas du tout. Alors. Vous l'avez, parce que c'est l'ami de votre père. Enfin, c'est l'ami de son père. Et il y a un côté. J'ai eu une impression que c'était quelque chose de vécu. Non. Alors merci, ça donc, fait un compliment sans le vouloir. Involontaire, oui. Non, mais pour moi, en fait, ça représente ce que j'ai pu rencontrer au Liban dans l'armée, des gens comme ça qui sont haut placés et souvent qui ont une carrure et non. Alors c'est plutôt non. Une épaisseur humaine et en même temps complètement liée par le système. Exactement. Et puis en même temps humain et généreux. En quelque sorte. En partie. En partie. Oui. Et puis, alors, il y a un personnage dont on sait presque rien et qui me semble très important, c'est le vieil homme qui plante un arbuste à l'entrée du camp de réfugiés. Oui, alors lui, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, l'histoire démarre et elle est devant un camp de réfugiés pour protester. Et il y a un vieil homme qui arrive et qui plante une racine dans une terre aride. Et je trouvais symboliquement important, parce que pour moi, tout est dans la première scène. C'est on recherche ses racines. Quelle est, en fait, je pense, notre recherche dans la vie, c'est trouver un endroit où on se sent bien, quelque part. Hein. Et à défaut qu'on nous l'offre ou qu'on ait cette chance de naître dans un endroit, on le crée en fait, on crée ses propres racines. Et en fait, ce que je trouve, on en discutait tout à l'heure, j'avais suivi une conférence de Ziegler qui disait une chose tellement simple. Quand il parlait des gens, il disait en fait un destin, c'est la chance ou la malchance de naître quelque part. Et on discutait tout à l'heure parce que j'ai écouté une interview d'une styliste Agnès B, qui a fréquenté des gens que j'aurais adoré fréquenter dans le monde de l'art aussi, etc. Et je me disais, voilà, elle est née à Paris. Ses parents avaient de l'argent. Et donc, en fait, le destin s'en est suivi que, voilà, elle a pu rencontrer ce genre de gens. Et quand je discute avec mes fils, je leur dis, je crois que j'ai atteint mon maximum. Enfin, dans le sens, voilà, je regarde d'où je viens. Et en fait, je leur dis, vous allez démarrer votre vie sur un niveau supérieur au mien, puisque je vous ai porté quand même. Vous êtes en Suisse, ils ont un niveau, voilà, on est des bourgeois moyens, je dirais. Donc, ils démarrent déjà sur un autre plan.
Et si on revient à mon personnage qui plante ses racines, en fait, j'avais une idée très précise de la fin que Jean-Marie Laclaftine m'a sabré. Ah oui. Parce il revenait à la fin, votre personnage? Non, ce qui revenait à la fin, c'est que Lynn partait à la montagne. Madame Sabah lui avait légué une maison. Elle en faisait un centre culturel et elle plantait des arbres. Et la Clavetine vous a dit, c'est trop. Il m'a dit, il y a 2 fins. C'est toujours mauvais dans un roman d'avoir 2 fins. Donc, j'ai la 2e fin écrite sur laquelle j'ai passé 1 mois. Merci Jean-Marie. Et votre impression finale? Vous regrettez l'autre? J'aime bien mes arbres quand même. Mais... Bon, je ne suis pas critique, donc je ne dis rien. J'ai encore une question avant qu'on passe, parce que le temps a tourné très vite. J'aimerais revenir sur à l'Octogone comme lieu d'accueil. Donc c'est un théâtre de ville, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Vous avez aussi des propriétaires comme Lynn qui a des problèmes avec les héritières de Madame Sabah et qui ne peut pas faire ce qu'elle veut. Si vous étiez votre maîtresse du théâtre, qu'est-ce que vous y feriez d'autre? Je crois que je ferais une thématique sur un pays 1 fois par mois ou sur un enjeu important dans un pays. Sous une forme théâtrale ou comment? Je pense que j'aurais envie de faire peut-être sur 2 jours, sur une forme de mini-festival, comme un rendez-vous ponctuel chaque mois. Par exemple, on m'a contacté, c'est un très beau spectacle, c'est un spectacle arménien pour fêter les 100 ans, je crois, de la naissance d'Aznavour, 100 ans. C'est un spectacle de danse folklorique arménienne sur des chansons d'Aznavour. Et je trouvais que c'était un très beau projet. Et je me disais, avec la disparition progressive de l'Arménie, puisqu'on voit que ça a été mangé, que personne n'a rien dit, enfin, que c'est un truc qui me fait bondir au plafond, je me suis dit, ben voilà, là, en fait, donc j'ai commencé les pourparlers pour accueillir ce spectacle. J'ai appelé l'ambassade d'Arménie, la représentation, et je me suis dit, je vais faire quelque chose autour de ça. Ça me paraissait très important. Et le spectacle coûte très cher. Et à un moment donné, il faut que je sois cohérente. Donc, en fait, j'ai discuté avec la personne. Je lui ai dit, écoute, on va pas le faire. Parce que la ville de Pouilly me laisse très libre de ma programmation, mais c'est parce que ma programmation marche très bien. Et une programmation marche très bien parce qu'il faut qu'il y ait de la cohérence. Que ce que j'offre au public est toujours un fil conducteur et que maintenant, j'ai la chance et je peux pouvoir me targuer. Il y a des gens qui me disent on prend tout le théâtre ou bien on prend toute la danse, on ne sait pas ce que c'est mais on sait que c'est bien. Et tout d'un coup, je me suis dit, ça fait pas sens de faire une espèce de spectacle comme ça si ce n'est pas dans une continuité d'un rendez-vous ponctuel. Et donc, en fait, j'ai orienté la personne vers Beaulieu, vers le métropole, en disant, voilà, j'ai donné les contacts en disant, essayez de faire ça là, mais malheureusement, ce ne sera pas pour l'Octogone. Donc, voilà ce que je ferai dans ce théâtre. Merci. Merci à vous. Qui désire intervenir? Alors, il y a un micro. Le micro arrive, madame. Alors, s'il vous plaît, dites votre nom toujours avant d'intervenir, comme ça on sait qui pose la question. Et puis après, on vous punit si c'est une bonne ou une mauvaise question. Alors, je m'appelle Martine Long. Et puis, j'aimerais vous poser une question par rapport au titre de votre livre. Moi, je suis toujours très sensible, dans le choix de mes lectures, même au titre. Et je me suis demandé, vous avez, j'allais dire, distillé 3 messages dans le livre même, mais est-ce qu'il y a un message que vous vouliez faire passer aussi avec le titre? Pourquoi avoir choisi ce titre? Est-ce qu'il résume
Ou bien est-ce que vous l'aviez dès le départ ou à la fin? Enfin voilà, si vous parliez un peu du titre. Et que fait Kundera là-dedans? D'abord, j'adore Kundera. En fait, j'étais en train de relire. Voilà, j'ai des livres de chevet. Là, je suis en train de me régaler. Si vous avez du temps, relisez ou lisez Le Maître et Marguerite de Bulgakov. C'est juste extraordinaire. J'étais dans le train parce que je reviens de Paris. Et puis, j'ai failli rater, descendre à la mauvaise station. Et puis, j'étais tellement plongée dans ça. Donc, pour revenir à Kundera, évidemment, l'insoutenable légèreté de l'être. Et j'étais en train de le relire. Quand je suis fatiguée d'écrire, je relis les livres que j'aime. Comme ça, en fait, je relis les livres que j'aime. Ça me distrait pas puisque je les connais, mais ça me remplit de beauté. Donc c'est voilà. Et en fait, pour revenir au titre, tout d'un coup, je tombe sur cette phrase de Kundera qui dit « Car les amours sont comme les empires, que disparaissent l'idée et ils périssent avec elle. » Et je me disais, mais c'est extraordinaire, c'est exactement ça. En fait, pour moi, que ce soit en amour ou dans un projet, si on n'y croit plus, le projet s'effondre. Et ne serait-ce que dans un couple, pour moi, le couple à deux, c'est un travail. C'est un travail et il faut y croire. Ça fait 30 ans que je suis avec mon mari. C'est du travail. Donc lui, il me regarde comme ça, je lui dis, bah oui. Et un projet, c'est du travail. Là, je suis en train de pister. En fait, pendant 10 ans, j'ai pisté un agent pour avoir une chorégraphe qui est fantastique pendant 10 ans. En fait, on est devenus amis parce que je l'appelais. Puis il disait, ben non, c'est trop grand, parce que c'est très grand ce qu'elle fait. Et puis là, je l'ai appelée cette année. Il me dit, c'est bon, elle a fait une petite pièce. Et donc, je l'ai eue. Mais c'est parce que j'y croyais. Et à partir du moment où on n'y croit plus, ça s'écroule. Il faut qu'il y ait une personne qui porte la chose. Et l'amour comme un empire fait référence à cette phrase de Kundera. Car les amours sont comme les empires, que disparaissent l'idée. Et ils disparaissent avec. Donc voilà, pour le titre. La Claftine était d'accord avec celui-là. Parce qu'on se dispute souvent. Donc. Les autres, non? Les autres titres? Ils ont varié. Les autres, je lui en ai donné un, il m'a dit non, mais je m'en souviens plus. Et puis il y en avait 4 ou 5. Mais que je porte. Et puis en fait, ils se vident eux-mêmes de leur sens. Après, c'est un titre. C'est... D'autres interventions? Alors moi, j'ai encore une question, mais je ne veux pas prendre le monopoliser. Non. À un moment donné, vous avez dit, à propos de lifting, enfin de chirurgie esthétique, à un moment donné, on est sur autre chose. Vous parliez des femmes qui oui, sur autre chose. En fait, ça me désole de s'arrêter sur la beauté extérieure. Je veux dire, sur autre chose, mais je sais pas, je vois un film, ça me remplit d'énergie, de joie. Je vais au théâtre, ça me remplit d'énergie. Je fais une balade dans la montagne. Et donc, en fait, de ramener ça à une apparence, c'est un peu vain, non? Ça me paraît pas important. Je me demandais juste ce qu'était autre chose, voilà. D'autres interventions? Pardon, madame? Moi, je veux dire, c'est important parce que toutes les actrices... Excusez-moi. Toutes les actrices et tous les gens qui ont des métiers de vue comme ça, quand elles vieillissent, elles ont moins de succès, que ce soit les chanteuses, etc. Donc je pense que dans ces cas-là, c'est important. Et puis, ça fait plaisir. Oui, on accepte de vieillir, on a plein de choses comme ça.
Mais en fait, c'est aussi agréable que quand les gens nous regardent, ils ne soient pas effrayés par une apparence. Moi, chez ma maman qui a vécu jusqu'à 93 ans, c'était une adorable vieille dame. Elle avait un sourire de rêve, des yeux pétillants, donc elle n'a jamais fait de chirurgie esthétique, mais on l'aimait comme ça. Mais elle n'avait pas un métier, elle n'a pas vu dans sa vie un métier où l'apparence était importante. Oui, alors je comprends ce que vous dites, mais en même temps, par exemple, je vous donne un exemple. J'étais intéressée par une pièce à Avignon qui était les correspondances d'Albert Camus, les correspondances d'amour avec Maria Casares. J'ai adoré ce livre chez Gallimard et il y avait une adaptation. Et donc j'ai un correspondant sur place à Avignon qui a été voir la pièce et qui me dit, écoute, Yasmine, l'actrice était tellement liftée qu'on comprenait pas ce qu'elle disait. Ensuite, pour moi aussi, il y a je ne fais pas du tout le procès des actrices parce que je comprends ce que vous me dites. Mais il y a ensuite une cohérence. Alors si je reviens sur Maria Casares, j'ai du mal à imaginer Maria Casares avec les lèvres gonflées et puis les traits tirés. Donc je me dis non, je ne peux pas inviter cette pièce parce que pour moi, ça ne correspond pas à l'image que je me fais du personnage. Maria Casares, c'était autre chose. Enfin, pour moi, c'était autre chose. Peut-être qu'elle aurait fait de la chirurgie esthétique. Et donc, si on revient aux actrices, aux acteurs, c'est plutôt dans ce sens-là où j'ai envie de dire, si toutes les actrices arrêtaient de se faire lifter, peut-être qu'elles continueraient d'être engagées. Si toutes, je dis. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une acceptation de dire, ok, j'accepte de voir une femme ridée, parce qu'on a des rides, et puis que vous parlez de votre mère, et que c'est beau, un sourire, des yeux pétillants. Voilà. Mais je comprends ce que vous me dites. Monsieur. Le micro arrive. Oui, bonjour, je m'appelle François Dubois. Je prends le risque d'avoir des mauvais points avec peut-être parce que je ne suis pas du tout, j'ai jamais lu vos livres, donc peut-être que vous y répondez dans vos livres. Sortez tout de suite. Absolument. Découvrir l'autrice avant l'œuvre. Non, c'est par rapport à un des titres qui est La main de Dieu. Je voulais savoir dans votre œuvre quelle part, avec aussi ce que vous avez partagé sur votre pays d'origine, le Liban, quelle est votre image du religieux, de la religion ? Vous avez fait une allusion à l'islamisme, mais quelle est votre position personnelle par rapport à la foi et aux religions ? En fait, elle est assez ambiguë dans le sens où j'ai été éduquée de manière assez stricte. J'avais un professeur de Coran, en fait. Et donc, à la base, je dirais que j'étais croyante. Et puis ensuite, par rapport aux horreurs humaines, je me suis dit... Alors, ma première question quand j'étais gamine, c'était de dire comment il sait, Dieu. Enfin, si cet homme ou cette femme s'est mal comportée, c'est parce qu'elle était dans une situation. Et comment Dieu peut juger l'homme qui a tué parce qu'il aime tuer de l'homme qui a tué pour trouver à manger pour ses enfants. Donc, c'était ma grande question quand j'étais gamine. C'est Dieu, donc, comment il peut nous juger mauvais, etc. Donc, j'ai eu beaucoup de réflexion autour de ça. Ensuite, quand je suis arrivée en Suisse, sont nés mes enfants. J'ai trouvé logique qu'ils aient une éducation chrétienne, puisqu'ils étaient dans un pays chrétien. Donc, ils ont suivi une religion chrétienne, parce que je leur ai toujours dit, quand j'étais sous les bombardements, en fait, la seule référence que j'avais, c'était de prier. Et je leur avais expliqué en disant, moi, j'ouvre toutes les portes. Donc, il y a un Dieu qui existe. Peut-être une fois, vous aurez besoin de prier. Mais je trouve, pour ma part, assez criminel, dans l'enfance, quand on éduque ses enfants, de fermer les portes. De dire, OK, je suis athée, je te mets pas au courant de ce qui est Dieu.
Après, c'est à eux de faire avec. Et actuellement, je suis dans une grande réflexion. Par rapport, en fait, je ne sais pas s'il faut que je croie ou pas. Je suis vraiment dans cette réflexion. Il y a par exemple Eric Emmanuel Schmitt qui raconte que tout d'un coup, ça lui est tombé dessus, d'un coup qu'il est devenu croyant. Et en fait, je suis en train de creuser un peu partout pour essayer de comprendre le monde et essayer d'être paisible par rapport à l'au-delà. Mais pour le moment, je ne sais pas. Alors, pour rester dans le domaine, Alexandra David-Néel, on n'a pas parlé d'elle, mais c'est le bouddhisme. C'était votre fascination pour le Tibet à un moment donné. Exactement. Elle a joué un grand rôle dans votre... Donc, j'ai fait un grand tour. Et... mais en fait, c'est intéressant la religion parce que en même temps, voilà, je me suis beaucoup indignée quand j'étais petite parce que voilà, avec le machisme, j'ai toujours eu des problèmes au Liban parce que j'intervenais et on me disait mais c'est pas ta place, t'es une femme, tu restes dans ton coin. Femme et grande gueule. Voilà, c'était vraiment ça. C'était j'ai eu beaucoup de problèmes par rapport à ça. Et en même temps, en fait, vous me direz, faites le signe de la croix. J'arrive pas à faire le signe de la croix parce que j'ai l'impression de trahir ma religion en laquelle je crois, en fait, que j'ai du mal à accepter. Donc, en fait, je trouve que c'est, je sais pas comment dire, c'est personnel pour tout le monde. Et puis peut-être que je vais mettre tout dans un grand bocal que je vais secouer et puis que je vais trouver ma propre manière de croire. Et Alexandra David-Néel? En fait, je m'en veux parce que je voulais être une grande aventurière puis je l'ai pas fait. C'était ça l'idée, c'était l'aventure. Oui, c'était l'aventure, etc. Et j'ai été dernièrement à Istanbul et puis mes fils se sont invités en dernière minute. Et puis ils se moquaient de moi parce qu'ils me disaient mais maman tu sais rien faire toute seule quoi. Parce que ils s'étaient tout approprié style attends on va regarder puis ils étaient sur leur portable et en 2 secondes ils trouvaient un hôtel, en 3 secondes un restaurant, la direction etc. Et puis je pense aussi qu'ils sont dans un âge où ils ont besoin de casser la mer un peu quoi. Ils disaient mais ma pauvre maman quoi, l'aventurière. Votre passion pour David-Néel, c'était à quel moment? Vous aviez quel âge quand vous l'avez découverte? C'était très tôt, c'était à 14 ans, 15 ans. Quoi. Il n'y a pas d'autres interventions? Oui. Si, monsieur. Roger Causandet. J'ai une question qui est un petit peu différente de celles qui vous ont été posées jusqu'à maintenant. Ce qui m'intéresse, c'est la place du français au Liban. Bon, on sait que après la Première Guerre mondiale, la France a eu un mandat au Liban, que le français s'était relativement bien implanté. À l'heure actuelle, est-ce que le français n'est pas supplanté, bon, par l'arabe, c'est normal, mais par l'anglais? Ce qui me frappe aussi, c'est de constater que à l'heure actuelle, on connaît quand même un certain nombre d'auteurs libanais francophones. Donc ma question, quelle est la place du français actuellement au Liban? En fait, je pense en effet qu'il y a eu la période dorée de la langue française. Je parle de ma période. Quand je suis née et j'ai grandi dans des écoles franco-libanaises, c'était très implanté. Et en fait, ceux qui allaient dans les écoles françaises ou franco-libanaises, c'était vraiment les personnes, entre guillemets, éduquées. Et puis, il y avait les autres qui allaient dans les écoles publiques où on enseignait principalement l'arabe. Mais il y avait un réel amour pour la langue française qui était omniprésent.
Et actuellement, en effet, j'ai pu lire qu'il y avait un net recul de tout ce qui était français et que c'était l'anglais qui était en train de supplanter tout ça. Et moi, où je suis personnellement, en fait, ça de manière très claire au Liban, avec aussi quand même un rejet de la politique française telle qu'elle est pratiquée actuellement, qui en fait, c'est un peu un retour de bâton de ce qui a été pratiqué en politique aussi, et on assiste à un rejet. Il n'y a plus du tout cette admiration qui était là dans les années 60. Mais et actuellement, en fait, ce qui me sidère, en fait, personnellement, c'est que mes garçons qui font des études, ils m'ont supplanté ils font tout en anglais. Donc moi, je veux dire, j'ai un fils à l'EPFL en architecture. La plupart de ses cours sont en anglais. Il y a un fils qui a fait les relations internationales à Genève et tout était en anglais. Et donc je leur disais, je sais pas, en fait après voilà, naturellement ils apprennent en anglais. Mais je trouvais assez étonnant qu'en Suisse ce soit l'anglais qui prenne le dessus dans les études. Il y a d'autres questions? Personne? Alors, je vais vous remercier d'être venu aujourd'hui, encourager les lecteurs à découvrir vos livres. Et puis, on peut peut-être signaler Colum McCann, Apeirogon, ça s'appelle son livre. C'est le dialogue entre un Israélien et un Palestinien. Et c'est un très beau livre et une initiative qui existe, puisque ces deux personnes existent et effectivement tiennent des dialogues en public. Ils sont venus à Genève et ça continue. Il y a la BCR enregistrée aussi. Il y est? Oui. Très bien. Un grand merci à Yasmine Char et à Jacques Pauget. Alors, maintenant, vous pouvez...